Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Et remercier Jean-Jacques Hublin de m'avoir invité. Pour tout vous dire, il y a des fois, c'est toujours comme ça dans la vie, non? On dit un peu vite, on dit un peu rapidement oui. Et c'est ce que je me suis dit, en fait, quand Jean-Jacques m'a appelé, c'était au mois de mai, pour me parler de cette journée, de me proposer d'y venir, ce à quoi j'étais heureux, content. Venir au Collège de France, c'est un plaisir, un honneur même. Et donc j'ai dit oui, et une fois que j'ai dit oui, et je vais vous dire pourquoi j'ai dit oui, j'ai refermé, enfin j'ai coupé le téléphone, j'ai refermé les mails, et puis j'ai plus trop pensé à la journée jusqu'à il y a quelques jours avant de venir et de me dire qu'est-ce que je vais vous raconter. En fait, Jean-Jacques m'avait invité sur un sujet qui était assez précis, assez délimité, qui était autour de la thématique, vous l'avez vu, de la journée sur l'image de l'homme fossile, mais sur certains stéréotypes qu'on peut rencontrer, on va dire, dans la façon dont les humains sont restitués. Et notamment, il me parlait là au téléphone d'une œuvre qu'il a affichée dans sa dernière diapo, un bouquin et un documentaire sur lesquels on va pas mal revenir, qui s'appelle Lady Sapiens. Et Jean-Jacques pensait à ce moment-là, une tribune qu'on a fait passer dans un blog du Monde, puis sur un autre support qui s'appelle The Conversation, avec plusieurs collègues universitaires, préhistoriens, anthropologues sociaux, une tribune qu'on avait fait passer pour dénoncer ce qu'on pensait être une vision, la création d'un nouveau stéréotype, c'est-à-dire, on va le voir, on est en plein courant féministe, à juste titre et à bon escient, mais cette œuvre-là nous semblait être la création d'un nouveau stéréotype sous vision et centrage idéologique. Donc le message dans cette œuvre était clair. On a toujours parlé de l'homme de la préhistoire. Moi, je l'entends comme le genre, mais il est vrai que c'est quand même le genre masculin qui, du coup, peut être vu comme étant mis en avant. On nous parle d'activités souvent comme la chasse, qui sont des emblèmes qu'on entend souvent comme des emblèmes plutôt masculins. Et du coup, l'objectif du documentaire et du bouquin qui allait avec, c'était de dire, ben non, les femmes sont aussi présentes que les hommes, les femmes menaient, on va le voir, tout un tas d'activités aussi nobles, en gros, il y avait une répartition égalitaire même, des genres pendant la préhistoire. Alors, on pourrait se dire, pourquoi s'opposer à ça? Pourquoi s'opposer à ça fermement, ou de façon plus ou moins ferme dans la presse? On va le voir dans cette présentation. Je vais essayer de vous présenter pourquoi pourquoi on avait réagi. Juste un petit détour un peu plus général, on va dire, c'est que le scientifique, Jean-Jacques l'a montré, il l'a bien montré dans sa présentation, le scientifique, il n'échappe pas à la règle générale de tout un chacun, c'est-à-dire que même si le scientifique est souvent vu et représenté, même dans les images, comme un observateur du monde, réalité empirisme total, il observe les faits, il ne peut dire que la vérité et la stricte vérité et pas autre chose. Donc, on représente ces scientifiques avec leurs instruments de prédilection, leurs instruments d'observation du monde, que ce soit Copernic, Galilée, et nous, aujourd'hui, souvent, effectivement, Jean-Jacques parlait d'Indiana Jones, où nous, on va être dans nos grottes, nous, je dis les préhistoriens ou les paléoanthropologues, on va être mis en scène, ou alors mis en scène, on va le voir, sous des formes très scientifiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la préhistoire s'est technologisée, c'est scientifisé, et on va voir plein de blouses blanches, de gens avec des masques, des scaphandres, des chambres blanches, des salles d'ADN, et du coup, de ça ne ressort que la vérité. La vérité doit ressortir de ces faits observés, et le scientifique est donc dépositaire de la vérité. C'est une conception qui, vous vous en doutez bien ici, est très naïve, d'imaginer que le scientifique serait dégagé de tout ce qui fait la société de son époque. C'est un bouquin que je vous conseillerais si vous êtes féru des thèmes sur l'évolution humaine. Par rapport à ça, c'est un livre de Victor Stokowski, qui a déjà une petite trentaine d'années, mais que je m'y suis un peu replongé pour la journée, et qui est, à mon avis, encore très d'actualité, qui s'appelle « Anthropologie naïve, anthropologie savante », où notamment il revient beaucoup sur la façon dont l'évolution de l'homme et les études sur l'évolution de l'homme ont été perçues à travers le temps. Et donc, si cet empirisme fondé sur l'expérience et les données factuelles est incontestable, il est traversé en permanence de contingences historiques, économiques, idéologiques,
dans la façon dont on perçoit et dont on interprète nos données. On est en prise avec des théories, mais on est en prise avec des effets de mode scientifiques, on s'en dégage pas, des paradigmes, on s'oppose les uns aux autres, on fait controverse, enfin voilà. Donc les données évoluent, aujourd'hui plus encore, je pense, peut-être qu'avant, parce qu'aujourd'hui les données évoluent, je pense, encore plus vite, elles n'ont jamais évolué autant rapidement, on n'a jamais autant publié, il n'y a jamais autant de données diverses et variées qui sont sorties, mais pourtant, on est encore en plein avec des représentations. Donc ces représentations, bon, rapidement, hein, on est passé, en gros, là c'est hyper schématique, hein, je vais essayer de pas mordre sur ma demi-heure hein, qui est impartie à chaque présentation, mais on est passé d'une vision romantique des pionniers, illustrée ici par Jamin, un peintre du début du XXe, hein, qui a beaucoup représenté sur les humains de la préhistoire. On est passé de cette vision très romantique, j'avais noté une citation de Cartaillac qui a été un grand acteur, un grand pionnier de la préhistoire fin du 19e, début 20e, qui disait « L'inconnu environne le savant lorsqu'il aborde l'océan des âges préhistoriques ». Voilà, il y avait une vision assez romantique de cette préhistoire, et on est aujourd'hui dans une vision qui est beaucoup plus matérialiste, presque scientiste, quoi, sans que ça soit, sans y mettre de préjugés ici, hein, ou d'aspects négatifs. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai mis cette photo. On pourrait en mettre plein d'autres que j'ai repris à Eva Maria Gegel, mais voilà, de scientifiques qui aujourd'hui, on est dans le millimétrique, on est dans la donnée la plus précise. Quand on analyse quand on vous parle de l'homme de Denisova, il faut quand même se dire que c'est un bout de phalange qu'on aurait mis à la poubelle il y a un siècle, et que c'est de ce bout de phalange qu'on a extrait quelques millimètres de prélèvement pour en sortir de l'ADN et y trouver une nouvelle espèce fossile. Donc il y a une sophistication. Les données sont de plus en plus sophistiquées, les données sont de plus en plus précises et factuelles, et pourtant, moi je trouve embarrassant de me dire que ce qu'on donne au public, parce que c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui, ne sort toujours pas d'un aspect stéréotypé. Alors pour l'illustrer, je voudrais d'abord, donc, dans les exemples que j'ai choisis, le premier que je vais développer rapidement, c'est un exemple qui a une quinzaine d'années. Donc c'est pas si vieux, hein, on est dans l'époque moderne de la préhistoire, hein, on est en 2005, donc on connaît déjà tout un tas de choses sur les humains de la préhistoire évidemment. Et c'est une époque où ce qu'on appelle les docu-fictions, qui aujourd'hui pour nous sont devenus un genre télévisuel courant, est en plein essor. Et ben comme on n'a pas dit, comme les humains du passé, on les connaît pas, ils n'ont pas laissé d'écrits. On en a très peu d'images, hein, on verra cet après-midi, mais enfin des images sur les humains, on en a un peu, mais quand même très 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 rarement. Du coup, les docu-fictions vont investir le champ du passé et des sociétés du passé. Donc vous allez en avoir sur Pompéi, les grandes civilisations, et vous allez en avoir sur la préhistoire. Et le plus célèbre, c'est Homo sapiens. Ça passe à 20h30, c'est vu par des millions de téléspectateurs, les DVD sont épuisés à la FNAC, enfin voilà, ça fait du bruit. C'est réalisé par un réalisateur qui en a fait toute une série, hein, qui est très connu, qui s'appelle Jacques Malater. Alors, donc, c'est censé présenter au public une vision renouvelée de nos origines, à nous, sapiens, depuis le continent africain et notre diffusion planétaire et le succès adaptatif qu'on va rencontrer. Alors en premier lieu, ce qui était frappant, et ça avait été relevé là, à l'époque par notamment Despina Liolios, qui avait fait une petite tribune dans les Nouvelles de l'Archéologie, qui est une revue assez spécialisée, hein, qui touche pas l'extérieur de notre discipline, mais un des aspects très forts, qui est permanent, je trouve, dans tout ça, c'était l'usage permanent de métaphores bibliques. Alors c'est assez frappant de voir que pour parler de préhistoire, pour parler d'ancienneté de l'homme, les vulgarisateurs, les réalisateurs vont s'évertuer à employer des métaphores bibliques dans le sens où on est quand même la discipline qui a contribué à faire diminuer et à éteindre la vision biblique au sens strict du terme en montrant la grande antiquité de l'homme. Ces métaphores bibliques, c'est du genre une voix off qui vous dit « Homo sapiens est parti conquérir le monde armé de la force phénoménale de la foi ». Voilà, donc ce sapiens, on le retrouve dans un environnement hostile. Alors là, il est en prise avec une nature déserte, aride,
il est ivre de fatigue, on le voit parcourir ces espaces avec vraiment... On sent qu'il est en souffrance, quoi, mais il en veut et il a la foi, il veut réussir. Donc il est souvent en haillons. Vous le voyez vraiment, l'image typique, alors qu'au début du XXIe siècle, on avait des données pour montrer autre chose, mais il est en haillons, il a quelques peaux de bête posées sur lui. Il est pris de tentation cannibale, il est mu par une animalité féroce, quoi. Il sent l'odeur du sang, et on sent que le sang, la chair, l'animal, ça l'excite. On voit sa peau, alors là, s'éclaircir par magie au fur et à mesure qu'il avance en Europe. Et du coup, ce que ça m'avait fait, moi, à l'époque, c'est que je m'étais dit, en fait, ça ne présente pas du tout ce que nous, préhistoriens, ou même paléoanthropologues, ou tout autre, étudions. C'est-à-dire que nous, ce qu'on étudie, c'est des processus, c'est des modèles. Comment dire, moi, les Magdaléniens, je les imagine pas, ou les Aurignaciens, je les réifie pas, quoi. Je me dis pas, il y avait un peuple aurignacien, il y avait un peuple magdalénien. Non, je vois des modèles socio-historiques, et dedans, je mets des données de plus en plus précises sur les équipements en pierre, pour ma part, sur leurs témoignages et leurs manifestations graphiques, leur façon de s'habiller, de se parer, etc. Et là, on nous montrait autre chose, avec toujours, bien sûr, la caution scientifique qui est donnée à ces docufictions. C'est ça qui me semble des fois un peu douloureux. Enfin, là, c'était la caution scientifique d'une éminence, de prédécesseur de Jean-Jacques Hublin à cette chaire prestigieuse de paléoanthropologie. Enfin, Yves Coppens, on peut le nommer, c'était lui qui était le conseiller scientifique, qui donne du coup à l'audience grand public une assise importante en termes de caution. Et voilà, c'était le décalage entre nous, ce qu'on étudie, je trouve, préhistorien, et puis l'image, ce qu'on veut rendre. Alors je comprends qu'il faille faire récit, et que quand on parle d'Homo sapiens, ça soit construit par des réalisateurs comme une épopée, un récit. Mais, par exemple, on n'avait aucune donnée, aucune précision sur les cultures matérielles des hommes de la préhistoire, des Homo sapiens, alors que c'est certainement la chose qu'on connaît le mieux. Nous, ce qu'on connaît le mieux de ces Homo sapiens, qui arrivent en Europe, par exemple, c'est la façon qu'ils avaient de chasser, de tailler les pierres, de faire des pointes de jet en os et en bois de cervidé, de faire des parures, de représenter les splendides figurations de Chauvet et les dessins noirs ou rouges, ou les gravures, ou les sculptures, etc. Donc avec cet Homo sapiens du prime time, il n'y avait rien de tout ça. C'était un mythe des origines, animé par une idéologie qui est dominante et condescendante, qui est celle de croire que la préhistoire et l'Homo sapiens, cet Homo sapiens de la préhistoire, il n'est pas sorti d'un âge bestial de la nature. En gros, la nature l'emporte sur la culture, et on le laisse là bien en phase avec ça. Intéressant aussi, c'est que ces Homo sapiens, on aurait agi, et on n'en serait là que parce qu'on a agi avec des ressorts pour la survie. Genre, dans ce docu-fiction, on vous montre que s'il s'habille, c'est parce qu'il fait froid. Il ne se serait pas dit, tiens, je vais m'habiller ou je me vêtir autrement que... On le voit inventer la chaussure en traversant les glaciers européens, qu'il n'a sûrement jamais traversés, alpins, parce qu'il se brûle les pieds. Et ils se brûlent les pieds, ils sortent d'Afrique, ils s'aperçoivent que la neige brûle, et ils vont inventer la chaussure. Ils inventent les mythes parce que le soir, le soleil se couche et que, oh là là, grande inquiétude, est-ce qu'il va se relever? Alors que ça inquiète à peine nos nourrissons aujourd'hui. Mais eux, voilà, et ça leur fait inventer les mythes. Enfin, c'est que des choses comme ça, quoi. Ils réagissent, quoi. Donc tous ces préjugés rassemblés à une heure de grande écoute sont là, à mon avis, pour entretenir ce qu'on a envie de savoir. C'est ce que Bourdieu, un autre prédécesseur, enfin une autre sommité de ces murs du Collège de France, appelait l'ordre symbolique. C'est-à-dire que la télé est là pour entretenir l'ordre symbolique et pour ne pas vous déranger dans vos préjugés et vous laisser installer là-dedans. Donc là, on est rassuré. L'ordre symbolique sur ce qu'on entend des humains de la préhistoire est maintenu. Et voilà, donc... Finalement, la forme fictionnelle, elle n'est pas dérangeante. Moi, je ne suis pas du tout contre la fiction, au contraire, on va le voir. Mais on a une manipulation, à mon avis, raisonnée des données de la science. Alors, je ne sais pas si là, la caution scientifique se fait... Je pense que souvent, la caution scientifique se fait avoir. On est happé par ce jeu médiatique. On est content d'être
d'être appelé, et ensuite notre nom, le nom est utilisé, ou l'estampille Collège de France, CNRS, Université 2, est utilisé comme un logo et une bannière, et les réalisateurs et les producteurs font bien ce qu'ils veulent, eux, ensuite, comme avec le discours qu'ils veulent mener. C'était un peu pour dénoncer cela, je passe rapidement, que nous, moi j'avais participé à une expérience différente, qui moi m'a fait rire, mais qui a peut-être pas toujours plu dans le milieu académique ou scientifique, qui avait été justement Arte a voulu réagir un peu à ces docu-fictions en demandant à un réalisateur qui s'appelle Jacques Mitch de produire un docu-menteur. En gros, un canular scientifique qui allait être diffusé le 1er avril. Donc bon, c'est de bonne guerre. Ça passe le 1er avril, en prime time également, sans déclarer bien évidemment au public à l'avance qui va voir un canular, évidemment. Et donc ça avait été fait en 2017. Moi, ce réalisateur, il a fait un appel à idées parmi plein de scientifiques dans plein de domaines. Moi, il me connaissait, on a bu un verre un soir, et puis je lui ai proposé une idée un peu loufoque, et puis le projet a marché. En gros, on y mettait en scène la redécouverte d'une sépulture qui aurait été plâtrée et retrouvée dans le Capharnaüm d'un explorateur du 19e siècle, retrouvée aujourd'hui, qui allait être mise aux enchères. Et puis, du coup, cette sépulture intrigante, elle est datée, fouillée avec toutes les méthodes d'aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est une femme... ça serait la sépulture d'une femme sapiens morte en couche il y a 25 000 ans avec un nouveau-né néandertalien. Donc voilà, le métissage primitif, qui est pas complètement, qui est complètement loufoque, mais qui aujourd'hui, avec ce qu'on connaît de métis de première génération qui ont été authentifiés par la génétique, je pense à des Néandertals Denisova, on a des sapiens aujourd'hui en Europe à 43 000 ans, notamment les équipes de Jean-Jacques à Batchoquiro, ou à côté en Roumanie à Oasé, qui ont 43 000 ans, et où les généticiens nous disent 3 à 6 générations avant ce sapiens avait une ascendance néandertalienne dans son génome, donc on n'est pas très loin de ces métissages primitifs. Et voilà, et donc on s'amusait, on faisait toute une histoire fictive autour de ça, autour de cette grande découverte, on retrouvait les lieux d'où venait la sépulture, et puis on inventait des choses ensuite autour de Néandertal, on montait un laboratoire de psychologie cognitive qui étudierait des gens qui aujourd'hui auraient des forts taux de gènes néandertaliens pour montrer que c'est des grands écologues qui aiment la nature comme Néandertal. Enfin voilà, on s'amusait autour de ça. La fin étant bien sûr, la bombe scientifique étant ensuite mise à nu, et on laissait pas le spectateur sans lui dire la vérité. Mais tout ça, c'était pour montrer que si on se met avec un arsenal scientifique, si on prend les méthodes et les codes, si on opère avec des scientifiques présentés sous leur nom, sous leur nom d'universitaire, en blouse blanche, qui vous font des interviews avec une voix off très masculine, qui en impose, ça passe. On peut raconter une histoire complètement loufoque, vous faire croire à une découverte qui n'a jamais existé. Tout ça, c'était aussi pour montrer que on doit garder l'esprit aiguisé, que le doute doit être toujours présent, que le doute fait partie de notre démarche inhérente, on ne peut jamais vous proposer une vision qui serait définitive. Et voilà, c'était une expérience qui a été intéressante parce qu'elle a été pas mal vue, on l'a ensuite pas mal déconstruite avec des classes, on a été beaucoup appelés par les écoles. Moi, j'ai co-scénarisé ce film avec le réalisateur, et j'y joue mon rôle d'archéologue, mais sous un autre nom, je m'appelle Darwin dedans. Et voilà, et ça a été assez intéressant, il y a pas mal d'académies qui nous ont appelés pour qu'on fasse des débats avec des lycéens, des collégiens, ça a mené à des choses pédagogiquement, à mon avis, intéressantes. J'en viens au propos central, en tout cas pour lequel Jean-Jacques avait voulu que j'intervienne, qui est la tribune qu'on a fait notamment avec, pour en citer deux, parce qu'on était plusieurs, mais avec Anne Augereau, qui est donc une archéologue néolithicienne à l'INRAP, qui, elle, est spécialiste des études du genre, qui a fait son habilitation à diriger des recherches sur ce que l'on peut dire du genre et des rapports masculins-féminins au néolithique, et un autre collègue qui s'appelle Christophe Darmanjat, qui est anthropologue social, spécialiste des chasseurs-cueilleurs, notamment aborigènes en Australie. Alors là, c'est vraiment, à mon avis, pour maintenir l'ordre symbolique, on est en plein dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'actu, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, l'idéologie féministe est très fortement présente.
Et on a tous envie d'être féministes, et le féminisme est partout dans nos milieux professionnels, et à juste titre, que dans des commissions soit réparti égalitairement, comme ça doit l'être à l'Assemblée nationale, comme les partis politiques et le gouvernement le veulent également. MeToo a fait un choc médiatique important et justifié. Les critiques sont hyper vives sur le maintien d'un ordre patriarcal maintenu depuis bien longtemps, et du coup, la préhistoire ne doit pas être en reste, et qu'est-ce qui se passe? Paraît un livre, et en même temps un documentaire et un jeu vidéo, donc un package, hein, vous avez le jeu vidéo, le documentaire et le bouquin, qui s'appelle Lady Sapiens. Donc là, on est tout de suite fixé, hein, Homo sapiens, qui est quand même censé être un genre et parler autant des hommes que des femmes et des enfants, des adolescents. Hein. Là, voilà, c'est Lady Sapiens. Bon, on comprend rapidement l'image. C'est un docu-fiction. Il y a une caution universitaire d'une collègue française. Et en gros, on range les sociétés patriarcales masculines, et au Paléolithique, on voyait se développer des sociétés aux rôles socio-économiques équilibrés entre les hommes et les femmes. Image idyllique, faisant de nos chasseurs-cueilleurs, en gros, des pacifistes égalitaires, égalitaristes, voilà, où chacun pouvait se développer comme bon lui semblait, voilà, libre, féministe, égalitaire. Le problème, c'est que la question, elle n'est pas trop là. C'est-à-dire que ça, c'est l'opinion d'aujourd'hui, mais moi, au total, pour regarder les sociétés du passé, je m'en fous un peu. Enfin, je m'en moque de cette opinion. Ça m'intéresse pas trop. On doit essayer de trouver, nous, ce qu'on cherche, c'est à partir de traces matérielles, de trouver des éléments tangibles, et ensuite, si on peut, aller un peu plus haut, des invariants, c'est-à-dire se servir de l'anthropologie sociale, effectivement, ce qu'on appelle le comparatisme ethnographique, que quand on est face à des sociétés de chasseurs-cueilleurs du passé, on va regarder si dans ce que les ethnologues, anthropologues sociaux ont observé, on trouve des invariants, c'est-à-dire non pas des cas très très particuliers, mais des choses qui font masse sur des centaines ou des milliers de sociétés observées, et de voir si ça peut nous aider à interpréter nos données. Donc ici, l'exposé est très bien fait. C'est là où le déroulé est parfait, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de scientifiques qui sont interviewés. Jean-Jacques, tu y étais, à juste titre, c'est-à-dire ils y sont eux, ils donnent des connaissances. Vous entendez José Braga parler de la discrimination et du sexage des individus en fonction de la morphologie de l'oreille interne. C'est sûrement un des meilleurs spécialistes mondiaux sur le sujet. Et lui, il parle de son oreille interne. Voilà. Et il dit ce qu'on peut dire à partir des os de l'oreille interne. Et ensuite, vous avez une voix off et un discours qui vous emmène là où elle a envie de vous emmener. Donc ça passe complètement sous silence, on va le voir, la probabilité de la domination masculine, qui est quand même un élément très fort des sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs, on va le voir aussi. Et ça vient donc sur le fait que sur ce combat féministe qui aspire à juste titre à abolir l'idée de la domination masculine dans les sociétés anciennes. Donc on se situe au Paléolithique supérieur, récent, donc on se situe entre 40 et 10 000 ans en gros avant le présent, et vous avez donc ces arsenals scientifiques qui se mettent en branle. Alors la première idée sur laquelle insiste le documentaire, c'est le monde de la chasse. En gros, on vous explique que les femmes chassaient des petits animaux, des petits gibiers, qu'elles participaient aux chasses collectives. Et ça, c'est probablement vrai. Enfin, à vrai dire, on ne pourra jamais le savoir, j'en ai aucune idée. Voilà, j'ai pas d'idée là-dessus. La seule chose que je peux ajouter, c'est que l'ethnologie a montré quelque chose. On s'en sert pas, mais bon, moi j'ai plutôt tendance à m'en servir, ou en tout cas à le lire, a montré que les femmes étaient l'objet d'une série d'interdits dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, quasiment universels, et que cet interdit, c'est que les femmes sont exclues du maniement des armes tranchantes et létales. Les armes tranchantes, perçantes, celles qui sont les plus létales, la lance, l'arc, etc., la flèche, en gros les armes qui font couler le sang. Il y aurait, certains expliquent des tabous par rapport aux menstruations. En tout cas, c'est une règle observée sur des centaines et des centaines de sociétés de chasseurs-cueilleurs où il n'y a quasiment pas de contre-exemple.
Il y en a un, je crois, il y a les, je sais plus, dans les Philippines, ou 3, bon. Alors, ce qu'on vous explique ici, c'est que on vous traite les informations archéologiques avec des équilibres, c'est-à-dire qu'on, bien sûr, la division sexuée du travail n'implique pas forcément de traces sur les restes humains, et aujourd'hui, s'il y a des métiers à spécialisation féminine, on sera bien en peine, les paléanthropologues je sais pas, du futur seront bien en peine de trouver sur les ossements les marques de cette spécialisation actuelle. N'empêche, on n'a qu'une étude assez pionnière qui a été réalisée notamment par un anthropologue, un collègue de Bordeaux qui s'appelle Sébastien Villotte, qui lui travaille sur ce qu'on appelle les anthésopathies. Donc c'est des lésions osseuses, on va dire, qui seraient liées à des activités répétées. Et il a pu montrer qu'au niveau du coude, au niveau des articulations du bras et des membres supérieurs, il y avait les coudes droits de sujets masculins bien sexés, donc où vraiment on a un sexage des individus apparemment fiable, qui montrait des éléments susceptibles d'évoquer le fait que ces individus avaient eu des mouvements de coude qui font penser à des mouvements de jet répétés, donc pourquoi pas l'usage du propulseur. Voilà, ça c'est un des rares éléments qu'on ait sur les sociétés anciennes par rapport à la chasse. C'est cette chose-là. Les auteurs de l'Edi Sapiens, ils mentionnent cette étude très rapidement, et ensuite ils vont insister sur ce travail-là, donc qui est présenté comme une découverte extraordinaire, donc qui a été faite par un collègue américain de l'université de Davis en Californie, qui s'appelle Randy Haas. Au Pérou, on est à 3800 mètres d'altitude, hein, on est sur un site vraiment très haut, qui date d'à peu près 9-10 000 ans avant le présent, où on aurait trouvé comment dire, des vestiges osseux anatomiques féminins enterrés avec des armes de chasse. Vous voyez là, notamment sur la ligne du haut, en bas, les petits silex, vous avez des éléments d'armes de chasse typiques de ces périodes-là. Alors, l'individu a été sexué avec une probabilité de 80%. Donc, c'est des analyses que moi, je ne peux pas vous expliquer. Hein, c'est ce qu'on appelle des analyses protéomiques sur la mélogénine de l'émail dentaire. Quelle est la fiabilité exacte? Ils disent à peu près 80%. Moi, j'ai toujours entendu dire que pour que ça soit fiable, il faudrait plutôt 95%. Mais bon, admettons que l'analyse marche et que ce soit bien les restes d'une femme qui soit retrouvée avec ces quelques armes de chasse associées. Encore faudrait-il être persuadé... Enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons symboliques du rôle qu'avait cette femme dans cette société. C'est pas parce qu'on enterre une arme de chasse à côté d'un individu que l'individu était, dans ce cas-là, une chasseresse, par exemple. Bon, ça enchaîne. Donc ça, c'est... Voilà, on va prendre un exemple un peu extraordinaire qui a été, à mon avis, traité de façon un peu sensationnelle, sans faire sensation, à la fois par les auteurs de l'étude et dans la presse, pour généraliser quelque chose comme quoi, au Pléistocène, les femmes chassaient des grands mammifères à l'aide de propulseurs ou d'arcs, comme on l'entend ici. D'autres éléments vous sont amenés. Alors, c'est assez intéressant. On va vous prendre des scientifiques qui vont dire un petit morceau. Par exemple, on va vous mettre au début du Paléolithique supérieur, dans ce qu'on appelle l'Aurignacien, la période de Chauvet, des peintures de Chauvet. On est il y a 37, 38 000 ans avant le présent. Et on va vous présenter, vous allez voir ces petites perles en ivoire qui sont fameuses de l'Aurignacien, qu'on appelle des perles en panier, qu'on retrouve par milliers dans les sites de la vallée de la Vézère notamment. Et là, vous allez... moi, j'étais un peu stupéfait. Vous avez un collègue qui avec ses gros doigts, vous explique que lui, quand il expérimente, avec ses gros doigts, il n'y arrive pas. Il ne peut pas faire des si petites perles. Alors que les mains de ses étudiantes, elles, fantastiques, elles en font des superbes. Voilà, comme aujourd'hui, en gros, la petite fille, elle fait la couture, elle est minutieuse, et puis le garçon, il est là un peu empoté, il a les grandes mains. Bon, et du coup, on en conclut que les parures étaient faites et portées par des femmes. Moi, je veux pas passer que pour un vilain viriliste, masculiniste. Aujourd'hui, je suis dans le mauvais rôle, hein, mais je dis simplement qu'il n'y a aucune donnée qui vient nous dire ça. Les mains, on nous dit la même chose sur les mains. Alors là, bon, Carole, je sais pas, on parlera peut-être cet après-midi. Elle s'y connaît mieux que moi. On nous dit la même chose sur les mains, sur une trentaine, je crois, oui, 32, j'ai noté, mains négatives étudiées. Ici, là, des célèbres mains négatives de la grotte de Pechmerle dans le Lot, de la période du Gravétien. On est entre 25 et 30 000 ans, autour de 30 000 ans avant le présent.
Et on nous explique que, ça a été beaucoup commenté en sciences, hein, c'est ce qu'on appelle l'indice de Manning, c'est en gros l'indice de répartition des hauteurs des doigts qui donnerait statistiquement des tendances et vous permettrait, en gros, en étudiant la géométrie des doigts de la main, de dire si la main est celle d'un homme ou d'une femme. Bon, il a été depuis montré par plusieurs collègues anthropobiologistes que ça marchait pas très bien, et qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs, et que la probabilité de trouver la réalité d'un sexage fiable de l'individu avec l'indice de Manning était pas très bonne. Donc, voilà, Lady Sapiens était chasseuse, chasseresse, produisait les perles. On vous explique qu'elle choisissait ses partenaires, qu'elle était libre, indépendante. Enfin, c'est vraiment, on a une vision d'un romantisme. Enfin, c'était génial, quoi. Franchement, on idéalise le rôle de la femme au Paléolithique. Alors après, quand les auteurs évoquent à la fin un peu de domination masculine, ou une peut-être probabilité de domination masculine dans ces sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs, c'est autour de la polygynie, donc qui est la polygamie, mais c'est la forme de polygamie où c'est où c'est exclusivement l'homme qui a plusieurs femmes, et le rapt des femmes. Donc on lit par exemple, c'est pour ça que j'ai quelques notes, hein, parce que sinon je ne me rappellerai pas de ces citations, on lit que le rapt des femmes, par exemple, ne répond probablement pas à une réalité anthropologique. Alors qu'en réalité, celle-là c'est un contresens ethno, je veux dire, en réalité en anthropologie sociale, il a été montré que le rapt des femmes, c'est une des réalités les plus banales dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. C'est quelque chose de courant, par exemple chez les aborigènes australiens, sur les... Alors, il y avait peut-être un biais de l'observateur européen quand ils ont observé les aborigènes. Voilà, ça, on ne peut pas l'enlever. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui a été relevé de façon importante. Dans Lady Sapiens, on vous parle aussi du grand pacifisme qu'animaient ces sociétés, qui était ça aussi. Lisez Clastres, lisez Darmanja, qui vient de faire un essai récent sur la guerre en Australie aborigène. Bon, vous voyez que ces sociétés ne sont pas du tout pacifistes. Alors, ils ne font pas forcément la guerre pour des raisons que nous, on entend comme des bons motifs guerriers. Ce n'est pas forcément territorial, mais ils font la guerre pour tout un tas de raisons, et des guerres qui peuvent être assez violentes. Donc là, on a plein de jugements de valeur, comme ça, sur les relations matrimoniales. Le livre et l'œuvre documentaire tronquent les connaissances, parce que, par exemple... on a repris dans l'Ethnographic Atlas, qui est la plus grande base de données anthropologique, que seules 16 des 178 sociétés répertoriées dans laquelle chasse et cueillette fournissaient l'essentiel de l'alimentation prescrivaient la monogamie. Donc en gros, dans la majorité des cas, ces sociétés étaient polygames, et quand elles étaient polygames, dans 99,8% des cas, c'était la polygynie et non la polyandrie. C'était un homme, comme vous l'avez dans la figuration de Spencer ici, dans la photo prise par Spencer, un homme avec X femmes sur lequel il avait des droits importants. Donc, ce qu'il en ressort de ce Lady Sapiens, c'est qu'à la fin, on nous évoque que Lady Sapiens était une femme d'action, possiblement une femme de pouvoir, que les femmes n'étaient pas juste généreuses, habiles, audacieuses, volontaires, mais également bénéficiaient d'un statut privilégié, qu'elles étaient respectées, honorées, vénérées. Enfin voilà, on a une vision qui me semble être l'ordre symbolique encore de Bourdieu, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut entendre aujourd'hui. Ça nous va bien d'entendre ça, mais il faut se confronter à la différence. Et c'était peut-être pas le cas. Donc la domination masculine est quasiment pas du coup abordée, alors que, en tout cas, ça semble être une règle forte, observée, tangible par les collègues ethnologues. Donc, si ça a été observé par les collègues ethnologues, qu'est-ce qui s'est passé à quelle époque, quoi ? C'est-à-dire, si les sociétés étaient pacifistes au temps du Paléolithique et n'avaient pas de domination masculine, à quel moment et pourquoi, sans qu'on le sache pour l'instant, on en serait arrivé là ? Donc, en fait, le message de Lady Sapiens, c'est que des femmes impliquées dans de nombreuses activités du quotidien, dans la chasse, etc., ne pourraient pas être dominées. Et ce qui est important, à mon avis, c'est l'importance économique du rôle des femmes. C'est-à-dire, c'est un féminisme que j'appellerais libéral, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un féminisme
féminisme qui prend pour base que si vous faites une activité économique importante, là dans ces groupes de chasseurs-cueilleurs, alors, votre statut social est égalitaire. Mais ça, c'est complètement... Enfin, c'est libéral dans le sens, c'est aujourd'hui, quoi. Oui, ok, aujourd'hui, on est en phase avec ça, mais c'est un féminisme qui n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, je connais plein de féministes engagées très à gauche, on va dire, qui, quand elles ont vu et que je leur ai montré les Sapiens, sont tombées de leur chaise, tellement elles trouvaient pathétique la vision qui était donnée du coup de la femme et la simplicité d'interprétation avec laquelle on recréait ici un mythe, une vision moderne du matriarcat primitif. Donc en fait, c'est l'activité productive des femmes qui assurerait l'égalité paléolithique des sexes, et on aurait une working woman, on a la working woman paléo, comme enfin, voilà. En plus, elle est magnifique. Enfin, si vous avez vu le documentaire, vous verrez, elle est magnifique. Je veux dire, elle est superbe, quoi, cette Lady Sapiens. Donc, pour finir juste, je vous ai retrouvé une image que j'aime beaucoup. Donc, en fait, ces quelques exemples, ils illustrent à la fois combien la préhistoire continue de susciter, oui, fantasme, imagination, et ça, on en a besoin. On a besoin d'imagination quand on est scientifique, je pense. Et tout le monde en a besoin. Mais comment c'est utile, comment cette bonne préhistoire, elle est toujours utile, quoi. Quand vous voulez le mythe du bon sauvage, vous regardez Homo sapiens de 2005. Quand vous voulez des sociétés fantasmées, égalitaires, là, maintenant, 2021, Lady Sapiens. Si vous voulez renouer avec les peuples aborigènes, alors là, c'est hyper intéressant quand vous allez en Australie ou en Afrique du Sud. Je suis jamais allé en Australie, mais j'ai repris quand même cette publicité de la grande compagnie d'aviation Qantas australienne, où vous voyez la mise en scène par rapport aux aborigènes qui vous disent alors quand c'est que tu arrives, on t'attend. Moi, c'est en Afrique du Sud que ça m'a beaucoup marqué, parce que j'y travaille depuis 2005. Vous avez le Origin Center, qui est un musée à Johannesburg, et où là, vraiment, on vous met en scène à bon escient, je pense, c'est-à-dire en réaction avec la société moderne sud-africaine et ses horribles temps de l'apartheid. Il y a une utilisation aujourd'hui des sociétés traditionnelles, pour les nommer des sociétés là-bas de Bushman ou de San, donc ces peuples qui étaient d'Afrique australe jusqu'au désert du Namib, etc. Et on met en scène, en Afrique du Sud, vous savez peut-être qu'on a trouvé des vestiges très innovants au niveau des cultures matérielles, faits par des Homo sapiens bien avant ce qu'on connaît en Europe, entre 100 000 et 60 000 ans par exemple. Et du coup, les Sud-Africains se sont emparés de ces premières gravures, de ces premières traces de comportement moderne, pour montrer, regardez, pour réancrer originellement, en fait, pour réancrer l'origine et pour réancrer ces peuples qui ont vécu l'apartheid, qui était dirigé contre eux, pour les réancrer comme le peuple originel de cette terre d'Afrique australe. Et donc, dans cet Origin Center, c'est vraiment un exemple très, très fort et très puissant. Là, on rejoint plutôt la première communication sur la puissance politique et de la société de l'utilisation par la société sud-africaine et par les politiques sud-africains de plus haut rang, par les dirigeants de l'ANC, des découvertes archéologiques pour faire œuvre de réconciliation, ou même là, pas forcément toujours de réconciliation, pour vraiment réancrer les peuples locaux à leur juste place et sur leur juste terrain, même si, hélas, ça n'arrête pas l'inégalité dans notre monde actuel et dans la société sud-africaine. Si vous y êtes allé, oui, le chemin est pas... C'est en cours, mais c'est quand même loin d'être gagné. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est entre ces stéréotypes et finir sur cette note plus contemporaine d'idéologie politique dans nos données, et que du coup, on a un devoir de responsabilité, je pense, nous, préhistoriens ou paléanthropologues, on touche quand même à des domaines très sensibles, et on doit faire, je pense, vraiment attention à toujours se poser la question. En tout cas, moi, je me la pose, même quand on fait un bouquin de vulgarisation, ou qu'on touche à des choses où on va parler à du plus grand public, voilà, toujours se dire comment ça peut être pris, raconté, et voilà. Donc ça ne veut pas dire rester neutre, on peut prendre des positions et s'affirmer, mais faire très attention quand même à la façon dont on touche aux choses du passé. On l'a vu là avec les exemples de Jean-Jacques Hublin, sur Kuhn par exemple. C'est sûr que
Kuhn, il a écrit des trucs affreux, quoi. C'est quand même quelqu'un qui disait, en gros, on vient tous d'Afrique, mais l'Afrique, c'était le jardin d'enfants, et les grandes écoles, c'est l'Europe et l'Asie, quoi. C'est quelqu'un qui avait une vision... Donc ça, on doit le dénoncer, et en même temps, nous, enfin, voilà, même quand on veut manipuler nos données avec, comment dire, bienfaisance, comme c'est fait dans Lady Sapiens, et dans Lady Sapiens, c'est les scientifiques qui interviennent, à mon avis, enfin, Jean-Jacques pourra en témoigner peut-être dans les questions, on pourra peut-être en parler, mais je pense qu'ils se sont fait un peu avoir, manipuler, quoi. Et même quand on veut le faire avec bienfaisance, ben on recrée un stéréotype, c'est pas forcément, je trouve, ce qui est attendu en tout cas de nous, en tant que scientifiques, qui devons quand même rester dans un regard critique sur nos données. Voilà ce que je voulais raconter, et je vous remercie de votre attention.